Maître Xuanzang naquit en 600 à l'époque de la dynastie Sui. Il était encore tout petit quand sa mère eut un rêve étrange. Elle rêva de son fils habillé tout en blanc qui lui disait au revoir. Ne comprenant pas ce qui se passait, elle lui demanda « Mais mon fils, où vas-tu » Et Xuanzang répondit « Je voudrais apprendre et pratiquer le bouddhisme. Et il faut que j'aille à l'ouest pour récupérer les sutras. » Ce rêve de la mère de Xuanzang était prémonitoire. Maître Xuanzang se rendit effectivement en Inde pour récupérer les sutras. Et après son retour en Chine, il consacra tout son temps à les traduire et à les commenter. Tous ces efforts créèrent une base solide de la culture bouddhiste en Chine. Et cette profondeur apportée par Maître Xuanzang à la culture bouddhiste permit au bouddhisme Chan de se développer de façon significative pendant les dynasties Tang et Song. Ainsi se forma le chemin de Maître Xuanzang en Chine. Le chemin de Xuanzang, une culture bouddhiste millénaire. Épisode 1. L'enseignement du Bouddha vit le jour en Inde et se propagea ensuite progressivement dans les pays voisins au nord et allait jusqu'au Tibet. À la fin des Han occidentaux, le bouddhisme arriva en Chine pour devenir plus tard l'un des trésors de la culture traditionnelle chinoise. Un trésor qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. L'empereur Han Mingdi, qui croyait au bouddhisme, envoya des messagers en Inde afin de récupérer les sutras et les images du Bouddha. Ensuite 2 moines indiens vinrent en Chine, Matanga et Dharmaraksha. Ils traduisirent le sutra des 42 chapitres en chinois, ce qui constitua le premier sutra en chinois. Par la suite, beaucoup d'autres moines vinrent en Chine en amenant des sutras avec eux. La culture bouddhiste commença à se développer en Chine. Pendant la période 220 à 581, de plus en plus d'empereurs se convertirent au bouddhisme. Il y eut également un moine Kumarajiva qui arriva en Chine. Il traduisit plus de 300 ouvrages bouddhistes et grâce à lui le bouddhisme se répandit davantage. C'est à l'époque de la dynastie Liu Song, 420-479, que Bodhidharma arriva en Chine. Il ramena le bouddhisme Chan et devint son premier patriarche en Chine. À partir de ce moment, il y avait enfin en Chine une méthode pour aider les gens à atteindre l'illumination et une lignée de maîtres fut instaurée. Cependant, la structure de l'enseignement du bouddhisme n'était toujours pas très complète, il manquait encore par exemple certains sutras. Par conséquent, la propagation du bouddhisme Chan resta assez restreinte, il y eut peu de personnes illuminées à cette époque. En 627, Maître Xuanzang partit en Inde pour récupérer les écrits bouddhistes. En 645, il retourna à Channan avec 657 tomes de sutras et de sastras. À partir de ce moment, en Chine, il y eut vraiment les écrits des 3 roues de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Bodhidharma ramena le bouddhisme Chan en Chine dont la méthode permettait de prouver l'existence du vrai moi. Par contre, celui qui traduisit les écrits fut Maître Xuanzang. Il avait un niveau très avancé dans la pratique du bouddhisme et était ainsi capable de traduire et de faire des commentaires. Tout ce qu'il traduisit et écrivit devint une référence au service du bouddhisme Chan et son travail rendit le bouddhisme Chan invincible dans le sens où il lui procura la référence. Ainsi le bouddhisme Chan se répandit dans toute la Chine et fut à l'origine de 5 autres écoles. Bodhidharma avait prédit que le bouddhisme Chan prendrait son essor grâce au 6e patriarche, Huineng parce qu'il fallait attendre l'arrivée de Maître Xuanzang.
Maître Xuanzin avait comme nom de famille Chen et comme prénom Yi. Il perdit sa mère à l'âge de 5 ans. C'est à ce moment que Xuanzin se rendit compte que la vie était impermanente. À l'âge de 7 ans il commença à comprendre les généralités de l'enseignement du Bouddha et à 8 ans il se mit à étudier le chinois classique. Dès son plus jeune âge il fit preuve de beaucoup de persévérance dans la pratique. Différent de ses camarades qui aimaient bien s'amuser, il préférait souvent rester seul pour étudier. À l'âge de 5 ans Xuanzin perdit sa mère et à l'âge de 10 ans son père le quitta aussi. Xuanzin avait envie de connaître le véritable visage de la vie et de la mort. Il allait souvent de son propre chef dans les monastères aux alentours pour écouter l'enseignement bouddhiste. Son deuxième frère aîné maître Zhang Jie était déjà moine. Après la mort de son père, Xuanzin alla s'installer chez lui à la ville de Luoyang dans le monastère Jingqiu. À l'époque de la dynastie Sui, pour devenir moine, il fallait réussir un concours national et voir son nom publié dans une liste officielle de l'État. Ce n'était qu'après cette publication que la personne devenait officiellement moine. En 612 Xuanzin avait 13 ans et la ville de Luoyang organisa un concours pour ceux qui voulaient devenir moines. Il y avait 14 places. Xuanzin était trop jeune pour participer au concours. Mais néanmoins il se rendit au lieu d'examen. L'organisateur Zheng Shangguo possédait un don d'observation et le visage de Xuanzin l'intéressa tout de suite par sa grande solennité. Par conséquent, il voulut parler avec lui et ils eurent le dialogue suivant. Monsieur Zheng demanda à Xuanzin, « Tu as envie de devenir moine ?» Xuanzin lui répondit, « Oui, mais je suis trop jeune et mon niveau de pratique est très faible. Je n'ai donc pas le droit de participer au concours. » Alors Monsieur Zheng le questionna, « Et pourquoi as-tu envie de devenir moine ?» Ce à quoi Xuanzin répondit, « Je veux être moine pour devenir plus tard Bouddha. J'aimerais surtout aider à propager l'enseignement du Bouddha. » Monsieur Zheng apprécia à sa juste valeur le grand vœu de Xuanzin et pensa que ce dernier deviendrait sûrement un célèbre maître plus tard et qu'il propagerait l'enseignement du Bouddha. Pour cette raison il fit une exception et permit à Xuanzin de se présenter à l'examen. Quand Xuanzin réussit le concours il reçut de Monsieur Zheng son nom de moine, Xuanzin. Après être devenu moine, Xuanzin suivit l'enseignement du Sastra Mahayana Samgra et du Sutra Mahaparinirvana Sutra. Dès qu'il eut fini d'écouter, il fut illuminé comme il l'avait été dans ses vies précédentes, et il réussit à voir la nature de Bouddha. Sa sagesse prana augmenta très vite. Pendant son adolescence il fut capable d'expliquer les sutras et les sastras et donna des conférences dans différents monastères. Le Mahayana Samgra est un sastra écrit par le Bodhisattva Asanga. Il y est question surtout de la troisième roue de l'enseignement du Bouddha et on y décrit le fameux vrai cœur en précisant qu'il porte plusieurs noms et qu'il contient plusieurs types de fonctionnalités. Par exemple, on dit que c'est la 8e conscience, Alaya Vijnana, Tathagata Garbha, etc. Cette 8e conscience est le vrai cœur, un cœur qui existe réellement. Mais pour les non-bouddhistes il est difficile de comprendre cela. D'ailleurs, quand on étudie le Vijnaptimatrata, on l'appelle la 8e conscience. Et Alaya Vijnana est un mot en sanskrit qui veut dire capable de stocker. Cela vient du fait que le vrai moi est capable de stocker toutes les graines karmiques et de créer tous les fruits karmiques en fonction des conditions nécessaires. Et nous pouvons dire que chaque être sensible a son propre trésor parce que notre vrai moi est le trésor de Bouddha, le cœur qui nous permet de devenir Bouddha à notre tour. C'est pour cette raison qu'on l'appelle Tathagata Garbha. Les pratiquants bouddhistes et surtout les pratiquants de Mahayana ont comme but de trouver ce vrai moi, ce vrai cœur, cette 8e conscience, ce Tathagata Garbha. On dit que celui qui l'a trouvé, a rencontré la voie. Dans le bouddhisme Chan, on dit d'une telle personne qu'elle est illuminée ou réveillée ou qu'elle a atteint l'éveil. Cela représente aussi la première des 3 étapes du bouddhisme Chan. Dans le Mahayana Samgra du Bodhisattva Asanga sont décrites la nature et les caractéristiques de la 8e conscience, Tathagata Garbha. Par conséquent, son sens est très profond.
Cependant Maître Xuanzang, qui n'avait que 13 ans à l'époque, dut écouter qu'une fois ce sastra avant d'être capable d'expliquer son sens aux autres. Cela s'explique par le fait qu'il put faire réapparaître la sagesse de l'illumination qu'il avait acquise dans sa vie précédente. Tous les moines, après avoir écouté son explication, furent très surpris et ils ressentirent beaucoup de respect envers ce jeune homme. L'étude de Mahayana Samgraha fit apparaître le fruit d'illumination que Xuanzang avait semé auparavant. Autrement dit, il atteignit l'illumination de nouveau et c'est pour cette raison qu'il put faire preuve d'une sagesse aussi profonde. Dans Mahaparinirvana Sutra on explique qu'à la 10e étape de la pratique de Bodhisattva on est capable de voir la nature de Bouddha avec notre œil. Dès que Maître Xuanzang eut entendu l'explication de Mahaparinirvana Sutra, il fut capable de réaliser ce qui était écrit dans ce texte pour voir effectivement sa propre nature de Bouddha avec ses propres yeux. La raison, une fois de plus, était qu'il avait déjà vu la nature de Bouddha dans une vie précédente et c'est grâce à ce sutra qu'il put faire apparaître le fruit karmique qu'il avait semé auparavant. Le bodhisattva qui est capable de voir sa propre nature de Bouddha chez les autres, est capable également de voir la nature de Bouddha des autres. Il est capable aussi de voir dans le mur ou dans un autre objet qui n'est pas un être sensible sa propre nature de Bouddha. C'est là la deuxième étape du bouddhisme Chan. À la fin de la dynastie Sui, la ville de Luoyang fut très touchée par la guerre civile. Par conséquent, beaucoup de moines se réfugièrent dans le Sichuan. En 618, Maître Xuanzang et Maître Zhangji rentrèrent à la ville Chenggang qui était devenue la capitale de l'empereur Tang Gaozu, de la dynastie Tang. Cependant le gouvernement étant très occupé par la guerre contre les autres prétendants au trône, n'avait pas les ressources nécessaires pour aider le confucianisme et le bouddhisme. Les deux moines décidèrent donc de se rendre dans le Sichuan. Là-bas Maître Xuanzang étudia avec divers maîtres. Mentionnons ici Maître Daoji qui expliquait l'Abhidharma Sastra, un sastra des deux véhicules Hinayana. Après l'avoir écouté, Maître Xuanzang réussit immédiatement à en saisir le sens, ce qui ne manqua de surprendre Maître Daoji. Ce dernier dit: J'ai parlé du bouddhisme si longtemps et dans de si divers endroits, et j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais je n'ai jamais rencontré un jeune garçon aussi doué que Xuanzang, aussi jeune et capable d'avoir une compréhension aussi merveilleuse. En 620 Maître Xuanzang eut 20 ans, ce qui dans le système chinois correspondait à 21 ans, et à cette occasion il se rendit au monastère de Dassisi où il reçut tous les préceptes des moines. Maître Xuanzang eut l'impression d'avoir déjà reçu ces préceptes par le passé. Il eut besoin de juste quelques jours pour en comprendre le vrai sens. Pendant son séjour dans le Sichuan, il démontra qu'il était capable d'expliquer l'Abhidharma Sastra en détail, ce qui lui valut les compliments de tous ses amis et de tous les maîtres. Sa réputation se propagea très loin et ne fut bientôt plus à refaire. Entre-temps la situation politique se stabilisa et la capitale Chang'an devint une ville importante pour le bouddhisme. Maître Xuanzang décida d'y rentrer parce que, de toute façon, il avait fini d'étudier avec les maîtres de Sichuan. En 623 Maître Xuanzang quitta le Sichuan et partit vers Chang'an. Il en profita pour visiter sur son chemin différents maîtres. D'abord, il se rendit à Jiangsu où, à la demande générale, il donna des conférences. Si Maître Xuanzang encore si jeune possédait déjà un niveau de pratique aussi élevé. La raison en était le niveau qu'il avait déjà atteint dans ses vies passées. Pendant l'une de ses vies antérieures, Maître Xuanzang avait été parmi les 10 grands disciples du Bouddha Sakyamuni et particulièrement doué pour expliquer l'enseignement. Pendant les conférences, Maître Xuanzang expliqua à 3 reprises le Mahayana Samgraha Sastra et l'Abhidharma Sastra. Lorsqu'il parlait, il lui suffisait d'avoir le sastra devant les yeux sans qu'il eût besoin d'une quelconque préparation ou de notes. Il était capable d'expliquer les choses en direct et de dissiper les doutes de tout le monde.
Après avoir quitté Jingzhou, Maître Xuanzang continua à visiter différents maîtres et il donna d'autres conférences. Il profita de ces occasions pour répondre aux questions que les gens se posaient sur le bouddhisme. L'un des grands obstacles à cette époque était que les maîtres n'étaient pas illuminés et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le vrai sens de l'enseignement du Bouddha. En plus, beaucoup de sutras et de sastras n'étaient pas encore ramenés en Chine et il y avait beaucoup de disputes entre maîtres. Il fallait absolument que quelqu'un allât en Inde pour récupérer tous les sutras et sastras. En plus, il n'y avait pas d'informations sur la manière de pratiquer après l'illumination pour atteindre le niveau de Bouddha, et pour cela les pratiquants avaient besoin d'un sastra écrit par le Bodhisattva Maitreya, le Yogacarabhumi Sastra. Ce sastra était connu aussi sous le nom du sastra des 17 niveaux et il était nécessaire pour résoudre tous ces problèmes. En 625 Maître Xuanzang, âgé de 26 ans, retourna à Chan'an. À cette époque sa compréhension du bouddhisme était déjà telle qu'il pouvait débattre de ce qui était juste et de ce qui ne l'était pas et qu'il pouvait expliquer l'enseignement en détail. Personne n'avait son niveau. Il étudia également l'Abhidharma Kosa Bhasya Sastra qui venait de Maître Daoyu. Ce sastra était le résumé essentiel de l'Abhidharma Sastra. Maître Xuanzang écouta l'explication une seule fois avant de pouvoir récupérer la sagesse de libération qu'il avait semée auparavant et comprendre le vrai sens de ce sastra. À l'époque, à Chan'an il y avait de très célèbres moines, Fachang et Senbian qui donnaient des explications très détaillées sur le Mahayana Samgraha. Maître Xuanzang étudia avec ces deux maîtres et comme il avait été illuminé déjà dans d'autres vies, il comprit le sens de ce sastra, qui portait surtout sur la 8e conscience, Tathagatagarbha. Quand il parlait il exprimait naturellement la sagesse de l'illumination et lorsqu'il donnait des conférences, ses explications étaient exceptionnelles, à un tel point que même Fachang et Senbian le complimentaient beaucoup. Voilà ici une conversation à ce propos entre Fachang et Senbian. En Chine il manque des sutras et des sastras. Cependant Xuanzang explique l'enseignement du Bouddha d'une manière si détaillée. Surtout il arrive à déchiffrer le sens caché de l'enseignement du Bouddha et il explique de façon si compréhensive. Plus tard il jouera sûrement un rôle très important dans la propagation de l'enseignement du Bouddha. C'est bien dommage que nous soyons tous deux très âgés déjà. J'ai bien peur que nous ne soyons plus là pour participer à cette grande fête. À la capitale il y avait aussi un moine qui s'appelait Xuanhui et qui passait son temps à étudier le Mahayana Mahaparinirvana Sutra et donnait des conférences sur ce sutra. Il était particulièrement exceptionnel. Maître Xuanzang alla aussi écouter ses conférences et il lui posa différentes questions. Entre 220 et 589 les pratiquants bouddhistes étudièrent surtout 3 sastras et étudièrent aussi le Mahaparinirvana Sutra. Maître Xuanzang était déjà illuminé et il était donc capable de comprendre le contenu des 3 sastras de manière très approfondie. Il étudia également avec tous les plus célèbres maîtres de l'époque d'autres sastras et il apprit tout ce qu'il pouvait apprendre à propos du bouddhisme en Chine. Nous pouvons dire que c'était comme si toutes les rivières se jetaient dans le grand océan qui accumule tout le savoir disponible. À l'époque en Chine il y avait beaucoup de débats sur le bouddhisme. Plus spécialement l'école de Tiantai et l'école des 3 sastras comprenaient mal l'enseignement du Bouddha. Et surtout, ils s'étaient sérieusement trompés sur les différentes étapes de la pratique. Entre 420 et 589 il y avait un maître qui s'appelait Bodhirussi et qui avait traduit le Sandinirmocana Sutra. Dans ce sutra il était bien dit que la théorie des 8 consciences était la théorie fondamentale et surtout que la plus suprême était la 3e roue de l'enseignement du Bouddha. Cependant l'école de Tiantai et l'école des 3 sastras affirmaient que la 2e roue de l'enseignement était la plus suprême. À cette époque en Chine les pratiquants ne comprenaient pas le vrai sens de l'illumination. Concernant le vrai moi qui n'a ni naissance, ni destruction, il y avait déjà 3 types de discours divergents. Le premier discours assimilait le vrai moi à l'alaya vijnana. Le deuxième disait que le vrai moi était la vraie incité et le troisième parlait d'une 9e conscience.
Mais en réalité l'Alaya Vijnana et la vraie incité veulent dire tous les deux le vrai moi. Le mot Alaya Vijnana est présent surtout dans la troisième roue de l'enseignement. Par exemple, on trouve ce terme dans l'Ankavatara Sutra. Le mot vrai incité est surtout utilisé dans la deuxième roue de l'enseignement et on trouve ce terme dans la collection des Prajnaparamita Sutras et aussi dans des sutras de la troisième roue de l'enseignement. La neuvième conscience est une pure invention de Paramartha. Dans le Vinirnita Pitaka Sastra, écrit par ce Paramartha, il n'avait pas clairement prétendu qu'il y avait une neuvième conscience, mais il avait dit que la conscience de Bouddha qui n'avait pas de souillure, s'appelait Amalavijanana. Et il pensait que cette conscience était indépendante de la huitième conscience. C'était donc comme s'il avait inventé une neuvième conscience. Par contre, le Bouddha a dit que les êtres sensibles ont au maximum 8 consciences. Ce maître prétendit s'être basé sur un passage de Yogacarabhumi Sastra. Mais, en réalité, un tel passage n'existait pas dans ce sastra. Maître Xuanzang était déjà illuminé, il voyait la nature de Bouddha et surtout il avait la sagesse des graines. Il connaissait très bien la bonne réponse par rapport à ces 3 différents discours. La huitième conscience, Tathagata Garbha, existe réellement et sa nature ne bouge pas, elle est toujours là. Dans la deuxième roue de l'enseignement, dans tous les Prajnaparamita Sutras on utilise sa nature qui ne bouge pas et est toujours là pour décrire la vraie incité. Ensuite on utilise la vraie incité pour expliquer la huitième conscience. Et dans la troisième roue de l'enseignement, par exemple dans le Lankavatara Sutra on parlait d'Alaya Vijnana, mais, en réalité, la vraie incité et l'Alaya Vijnana veulent dire le vrai moi, Tathagata Garbha. Le maître Xuanzang était donc sûr que dans le Yogacarabhumi Sastra il n'y avait pas de passage parlant d'une quelconque neuvième conscience et que tout cela n'était qu'une pure invention de Paramartha. Il était persuadé que la neuvième conscience n'avait rien à voir avec le vrai enseignement. Par conséquent, il décida d'aller en Inde pour récupérer le Yogacarabhumi Sastra. À part cette confusion sur la huitième conscience, Tathagata Garbha, en Chine il y avait encore des discussions sur la question de savoir si la nature de Bouddha contenait déjà toutes les conditions nécessaires pour devenir Bouddha, ou bien s'il fallait aller de façon progressive vers la bouddhéité. Ceux qui pensaient que la vraie incité, la nature de Bouddha contenait toutes les conditions nécessaires, ne connaissaient pas l'Alaya Vijnana. Ils ne savaient pas que l'Alaya Vijnana contenait toutes les conditions nécessaires pour devenir Bouddha et que la vraie incité était la nature et la fonction d'Alaya Vijnana. Il y avait des gens qui confondaient l'essentiel et sa fonction. Dans tous les Prajnaparamita Sutras, quand on parle de la vraie incité qui est capable de générer toutes les fonctionnalités, en fait, on souhaite indiquer Alaya Vijnana. On ne peut donc séparer la vraie incité et Alaya Vijnana. Ceux qui pensent qu'on doit pratiquer sur l'Alaya Vijnana pour la nettoyer de façon progressive et atteindre un état pur, ne comprennent pas que l'Alaya Vijnana, la huitième conscience ne change jamais. Elle n'est ni propre, ni sale. On doit travailler sur les graines des 7 autres consciences. Maître Xuanzang était conscient que ces 2 discours étaient faux. Mais comme il manquait des sutras en Chine, il était dans l'incapacité de prouver son propre discours aux autres. La sagesse et le niveau de pratique de Maître Xuanzang dépassaient ceux de tous les maîtres en Chine. Mais pour assurer l'avenir de la pratique du bouddhisme en Chine, il décida de se rendre en Inde pour récupérer le Yogacarabhumi Sastra. Il souhaitait aussi le traduire en chinois pour pouvoir propager l'enseignement du Bouddha et pour que le premier sens, le vrai sens pût être éclairci. Dans le prochain épisode nous verrons qu'en 627 Maître Xuanzang avait décidé seul de quitter la Chine, mais que l'État chinois ne laissait pas les gens quitter son territoire sans une autorisation. À tout moment il risquait de se faire arrêter. Nous verrons comment Maître Xuanzang réussit à triompher de tous ces obstacles. Comment il risqua sa vie en traversant la frontière et le désert pour récupérer les sutras et comment il réussit à marcher 10 000 km et à ouvrir ainsi un nouveau chemin millénaire au bouddhisme en Chine. Un grand sage de la dynastie Tang qui ouvrit un chemin de bodhi millénaire. Encore très jeune il atteignit l'illumination et ensuite il réussit à voir la nature de Bouddha pour passer ainsi la deuxième étape. En lisant Abhidharma Kosa-Bhāsya Sastra il acquit la sagesse de la libération et n'eut plus d'attachement dans ce monde, c'était un véritable moine. Étudié avec tous ces maîtres célèbres,
C'était comme toutes les rivières qui se jetaient dans la mer sans qu'une goutte n'en sortît. Un grand vœu millénaire pour établir le vrai enseignement, il souhaitait acquérir l'enseignement le plus suprême. C'était un vrai fils du Bouddha qui n'avait pas peur de la mort. Son pèlerinage à l'ouest est unique dans toute l'histoire.